Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par VECA dans le cadre d'un cycle de plusieurs webconférences qui vous sont proposées en partenariat avec la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance qui protège plus d'1 million de personnes. Elle accompagne ainsi les agents et les collectivités afin qu'ils puissent exercer au mieux leur mission d'intérêt général. Depuis 2017, d'ailleurs, la MNT fait partie du groupe Vive, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Donc cette webconférence aujourd'hui est consacrée à la protection sociale complémentaire des agents, un sujet ô combien d'actualité, encore plus dans ce contexte de crise sanitaire que nous venons de vivre, durant laquelle nombre d'agents ont été en première ligne, fortement mobilisés, bien souvent exposés et fragilisés, sur laquelle forcément nous reviendrons avec nos intervenants et qui appellent nécessairement à porter un nouveau regard sur la protection sociale complémentaire des agents. Alors, avant même cette crise sanitaire, des réflexions étaient en cours menées par le gouvernement dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, puisqu'elle prévoit de nouvelles dispositions concernant la santé et la sécurité au travail, devenues des priorités, comme vous nous l'expliquerez d'ailleurs Jean-Robert Massimi, donc incluant les aides à la protection sociale complémentaire. Alors, travail qui a repris et qui doit donner lieu à des ordonnances très attendues avant la fin de l'année. On le rappelle, l'objectif étant de redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents, ainsi que leurs conditions d'adhésion ou de souscription pour favoriser leur couverture. Alors, donc, tandis que la situation, s'agissant de la santé des agents, s'est au fil des années dégradée, voilà, nous en reparlerons d'ailleurs, nous reviendrons sur ce sujet avec vous, Monsieur Bertolini, et suite à cette crise sanitaire dont on ne mesure pas encore tous les impacts, sans parler des évolutions à venir voilà, dans les semaines et les mois. Donc les enjeux autour de la protection sociale complémentaire sont majeurs et nombreux, de QVT, qualité de travail, financier, d'ordre RH, d'attractivité, entre autres, et nous en parlerons avec nos trois intervenants. Donc un sujet complexe qui suscite à la fois des attentes fortes de la part des agents, mais aussi des employeurs, et qui suscite nombre d'interrogations. Alors bien entendu, une des principales étant de se poser la question, faut-il ou non rendre obligatoire la participation de l'employeur qui est actuellement facultative pour les agents et les retraités. À quel montant? Faut-il d'ailleurs déterminer le même taux fixe pour tous? Quelle couverture pour les retraités? Bien d'autres éléments d'ailleurs sont encore à clarifier. Et Claude Soré-Virol, d'ailleurs, vous nous en parlerez durant votre présentation. Alors justement, je vais passer aux présentations de nos trois intervenants. Alors donc pour échanger, parler de ce sujet de la protection sociale complémentaire et répondre bien entendu à vos questions, sont avec nous Jean-Robert Massimi, directeur général du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Claude Soré-Virol, directrice générale adjointe du CIG, Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne et vice-présidente de la DTINET, association qui regroupe tous les dirigeants territoriaux, quelle que soit leur filière, leur cadre d'emploi. Et enfin, Marc Bertolini, directeur général adjoint, assurance et services de la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale. Et donc, je suis, pour ma part, Estelle Chevassu, journaliste. Alors, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser, bien entendu, toutes vos questions en direct via la fenêtre question que vous pourrez voir dans l'interface sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre à la fois pendant leur intervention ou à la fin de celle-ci, donc restez bien connectés. Enfin, voilà, nous informons que cette webconférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir.
Voilà, donc, il est temps à présent, je propose de rentrer dans le vif du sujet et de commencer en vous laissant la parole, Monsieur Massimi, pour d'abord un rappel quand même du contexte qui est nécessaire pour comprendre les enjeux et puis nous apporter également votre vision sur les aspects plus réglementaires. Oui, bonjour Monsieur Massimi. et à tous. Effectivement, la question de la PSC n'est pas nouvelle, mais elle a été révélée récemment par à la fois la loi de transformation et la crise actuelle. C'est une question ancienne et en fait, depuis l'après-guerre, il n'y avait pas de véritable réglementation et c'est grâce au décret du 8 novembre 2011 qu'on a un cadre réglementaire pour les collectivités, spécifique aux collectivités d'ailleurs, qui leur permet d'intervenir financièrement. Avant, on vivait sur l'arrêté Chazelle de 1962, qui était pris par analogie de l'État. En fait, rien n'existait pour les collectivités. Le décret du 8 novembre 2011 est vraiment fondateur, puisqu'il permet aux collectivités de financer la PSC, et puis il leur permet selon deux modes, la convention de participation et la labellisation d'un contrat. Donc, c'est un outil, j'allais dire, qui est devenu un modèle, puisque aussi bien les autres fonctions publiques le réclament. La fonction publique de l'État, c'est un vrai problème, et la fonction publique hospitalière n'a pour l'instant pas de dispositif. Donc, le contexte réglementaire existe, on peut l'améliorer, et d'ailleurs beaucoup, comment dirais-je, réfléchissent à cette amélioration. Oui, c'est une réflexion, j'allais vous dire, c'est une réflexion qui est déjà engagée depuis, voilà, oui, depuis nombre d'années, j'ose dire, voilà, qui est attendue. Ben, en fait, elle est attendue, mais honnêtement, comment dirais-je, le problème majeur, c'est le financement obligatoire par les collectivités. Il y a encore des débats et j'allais dire que c'est pas acquis parce que ça dépendra probablement de l'ordonnance à venir et honnêtement, il y a plusieurs positions des élus locaux sur cette participation obligatoire, non seulement la participation, mais le taux de participation, le cadre de la participation, et donc c'est pas acquis, ce n'est pas refusé, mais en fait les positions sont très très différentes. Vous avez déjà eu au sein du Conseil Sup des échanges sur le sujet? Oui, oui, on a fait d'ailleurs un rapport sur le sujet avec quelques propositions, notamment sur l'obligation, l'assouplissement par rapport au contrat, etc. Mais j'allais dire, on va, comment dirais-je, remettre le métier sur l'ouvrage à propos de l'ordonnance qui devrait venir bientôt. Voilà. Merci pour ce rappel du contexte. Donc, nous allons poursuivre avec justement les enjeux qui sont, comme je le disais en introduction, nombreux, à commencer par celui de l'attractivité. Alors, l'enjeu de l'attractivité, si vous voulez, c'est une réalité. Maintenant, les cadres, mais même les agents, comment dirais-je, consultent le panel des offres d'une collectivité quand ils sont sur le marché de l'emploi. Et donc, la PSC fait partie, comme l'action sociale ou un tas d'autres
avantages, comment dirais-je, des atouts d'une collectivité. Donc, l'attractivité, c'est un fait. Alors, je me permets juste de vous interrompre pour introduire justement une première question sondage. Je m'adresse aux internautes qui nous suivent. Alors, justement, première question, donc est-ce que votre employeur participe à la PSC au sein de votre structure? Réponse un simple oui ou non, et on vous donnera, voilà, on fera un retour un petit peu plus tard durant la webconférence. Donc, merci par avance d'apporter votre réponse à cette question. Voilà, et merci beaucoup. Excusez-moi, Monsieur Massimi, je vous redonne la parole. Non, c'est très bien. L'attractivité, si vous voulez, c'est un des enjeux territoriaux dans la mesure où il y a un marché de l'emploi territorial. Et donc, on voit, et Claude Soré-Viron ne contredira pas, que les grandes collectivités ont une politique plus attractive que les autres parce qu'elles ont des moyens, parce qu'elles ont pas seulement des moyens financiers, des moyens d'organisation de la DRH. Le deuxième levier, qui est d'ailleurs… Je me permets juste de vous interrompre encore. Les moyens, il y a peut-être une question de volonté aussi. Je vois des débuts de réflexion de participants qui disent de toute façon, tant que ce n'est pas obligatoire, les employeurs ne l'appliquent pas. Non, c'est pas vrai, parce que beaucoup, alors évidemment, c'est pas forcément majoritaire, mais ils ont intérêt, et c'est le deuxième point, à, j'allais dire, à traiter bien leurs ressources humaines, parce que c'est un indice de qualité de service public, etc. Donc, c'est parmi d'autres un levier de GRH dont les employeurs… On y reviendra avec vous, Claude Soré-Viron, justement. Oui, Claude, si vous voulez parler… On poursuivra. Je vous laisse poursuivre, Monsieur Massimi, il n'y a pas de souci. Donc, levier GRH, c'est très important, c'est-à-dire que nous, ce qu'on préconise au Conseil sup, c'est d'obliger la collectivité à débattre, à délibérer sur le problème de la PSC. Elle débat, elle délibère comme elle veut, mais elle délibère. Donc, ça, c'est un sujet global de politique GRH et de politique sociale, parce que finalement, tout le monde sait que les collectivités sont majoritairement des employeurs de catégorie C, de petits salaires, etc., etc. Donc, d'emplois précaires aussi, qui ont été révélés par la crise. Donc, la PSC est un enjeu aussi de politique sociale intra-collectivité, mais qui donne une image positive. Et évidemment, la solidarité intergénérationnelle est un des éléments, mais ce n'est peut-être pas le plus important dans notre sujet actuel. Voilà les 4 points qui me paraissent importants pour révéler aux élus, aux décideurs locaux, les enjeux de la PSC. Alors, je souhaitais vous faire un premier retour sur justement cette première question sondage où à 63%, il y a une participation de l'employeur à la PSC, voilà, au sein de la structure des personnes qui suivent cette webconférence contre 37%. Donc, un bon tiers encore qui ne bénéficient pas de cette couverture, cette prise en charge. Et ça appelle, voilà, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Non, enfin, il faudrait affiner, mais justement affiner en fonction des tailles de collectivités. Collectivités, bien sûr. Et là, le rôle des centres de gestion pour mobiliser les collectivités et les aider, parce que c'est un formalisme assez important et très… Les centres de gestion sont des formalisateurs pour
essentiels dans la PSC. Merci. Alors, je vous propose de poursuivre. Donc, justement, on le rappelait, hein, dans ce contexte de crise sanitaire, forcément, cet enjeu de la PSC est encore plus important. Alors, vous allez justement nous livrer votre réflexion, Monsieur Massini. Oui, alors, premièrement, effectivement, la PSC, c'est pas nouveau, mais j'allais dire la crise actuelle, sanitaire et ses conséquences économiques diverses ont intensifié les problèmes notamment pour les agents les plus précaires, les plus faibles, les plus mal payés, il faut dire les choses. Et donc, j'allais dire, le problème revient d'une protection d'autant plus forte que, j'allais dire, les crises révèlent ces choses. Alors, évidemment, comment dirais-je, les collectivités peuvent aussi dire qu'elles n'ont pas plus de moyens, mais ça, c'est un débat, effectivement, c'est un débat de GRH, de priorité, santé et qualité du vie au travail contre finance, hein, ça c'est classique. Voilà. Donc, la crise sanitaire n'a pas, comment dirais-je, innové, hein, l'a révélé, intensifié les problèmes, mais elle n'a pas, j'allais dire, il n'y a pas de nouvelles données qualitatives ou quantitatives. Alors, ce problème de la PSC a été posé depuis plusieurs années dans l'ensemble de la fonction publique et il y a eu plusieurs rapports qui n'ont d'ailleurs pas abouti. C'est un vrai problème, pas pour des raisons territoriales, mais pour des raisons de fonction publique d'État. Et le rapport Lecoq a, j'allais dire, remis ce sujet en valeur. Santé, sécurité, qualité de vie au travail, mais il ne fait pas de, comment dirais-je, il ne fait pas de préconisation proprement territoriale. Enfin, il y en a quelques-unes, mais globalement, effectivement, il porte sur l'ensemble de la fonction publique et pas sur le financement de la PSC par les collectivités. C'est bien là la question. Alors, évidemment, la prise de conscience de la nécessité de prévention, de la nécessité de suivre, du maintien dans l'emploi était apparue avant la crise, mais sont intensifiées aussi. Le maintien dans l'emploi, le reclassement, enfin, on peut appeler ça comme on veut, c'est très très important, et notamment le problème de la mutualisation du risque par les collectivités pour les collectivités. Et ça, c'est effectivement un sujet qui sera traité par évidemment la MNT, mais c'est un des enjeux de l'avenir. Je pense que c'est un des enjeux de l'avenir liés au vieillissement de la population territoriale, évidemment. Donc, en conclusion, je dirais, la PSC nécessite et s'inscrit parfaitement dans une stratégie RH des collectivités. Là, on vient d'avoir de nouveaux conseils municipaux. Je dirais que les nouveaux conseils municipaux devraient se saisir de ce sujet. J'allais vous poser la question justement parce que ce contexte, effectivement, il y a de nouveau l'installation de nouveaux conseils municipaux. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de sujets RH. Hein, il y a eu d'ailleurs des webconférences que je vous invite à revoir à l'action diffusée par VK sur le sujet. Mais ça, c'est un sujet majeur, la PSC, que les nouvelles équipes doivent prendre rapidement en compte pour vous. Parce qu'il est transversal. Si vous voulez, c'est un sujet essentiel parce qu'il touche la précarité, le vieillissement, etc. Donc, il permet d'accompagner les agents tout au long de la carrière, comme on dit,
et d'afficher pour les collectivités une politique ambitieuse. Évidemment, ça rentre dans un panier de négociations, action sociale, PSC, etc. Mais je dirais, dans le cadre d'un dialogue, ça doit s'inscrire dans le cadre d'un dialogue social nourri, justement. Voilà, voilà. J'allais dire, comment dirais-je, le pendant de tout ce sujet, c'est la négociation collective. Le rapport Esch-Vigouroux-Requette, qui vient de paraître, complète ce sujet. Les collectivités disposeront à la fois d'outils et de moyens pour négocier l'ensemble. Ça peut être le temps de travail ou autre. Merci beaucoup, Monsieur Massimi. Donc, on fait la transition avec vous, Claude Sorel-Virol. Justement, on parlait des enjeux, et les enjeux sont donc importants pour les employeurs également. Donc, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup. Je pense que la présentation va judicieusement s'imbriquer dans les propos de Jean-Robert. Pour redire ce que nous savons un peu tous, c'est que la crise sanitaire qui va se doubler d'une crise économique, sociale, avec pour un certain nombre de foyers dans lesquels il y a un fonctionnaire, mais il y a aussi peut-être un conjoint qui va être atteint par du chômage partiel, la faillite, un cortège de licenciements, sans compter la désocialisation qui a été liée au confinement, qui a été fatal pour certaines populations fragiles, et dans la territoriale, on a pas mal d'agents qui ont certaines fragilités. Donc, cette crise, elle a renforcé, je crois, les vulnérabilités. Et on risque d'avoir à la rentrée une augmentation du taux d'absentéisme qu'on situe aujourd'hui à 9,2%, c'est-à-dire, en gros, il y a 9 agents sur 100 qui sont absents toute l'année en équivalent en statistique dans les collectivités. Et cet élément conjoncturel là, du Covid a été extrêmement aggravant dans un écosystème que Jean-Robert a qualifié de vieillissant. Oui, et qu'on évoquera également avec vous, M. Bertolini, ensuite. Alors, il me plaît à dire que finalement, on a dans chaque foyer, peut-être sur un foyer, enfin pas dans chaque foyer, mais sur un foyer sur 4 ou 5, on a un fonctionnaire et qui finalement, dans cette crise, a permis de faire un peu tourner la marmite et de faire bouillir la marmite, mais on a quand même une fragilité du pouvoir d'achat parce que le salaire médian tel qu'il était évoqué en 2017 est d'environ un peu plus de 2 000 €, ce qui n'est pas énorme. On a eu un point d'indice longtemps gelé. La mise en place du RIFSEP s'est beaucoup étirée dans le temps, voire n'a pas été forcément bien mise en œuvre dans les délais depuis 2016. Elle a été très, très progressive. Et finalement, ce que Jean-Robert évoquait, c'est que les employeurs ont mis en place, pour un certain nombre d'entre eux, une politique que les centres de gestion ont encouragée d'accompagnement social de l'emploi, avec un triptyque qui est d'une part l'action sociale, au sens, vous savez, comité d'entreprise classique avec nos 2 opérateurs nationaux, CNAS et Plurelia, voire des COS internes aux structures. Et puis on a également toute la dimension protection sociale complémentaire dont on parle aujourd'hui, et pourquoi pas un 3e volet qui pourrait être une ouverture pour l'avenir, qui est ce fameux volet retraite, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui, à travers le compte épargne-temps et une réforme du compte épargne-temps et une forme de monétisation dans le temps, on ne va pas rentrer dans la technique là, mais pourrait peut-être servir de produit d'épargne avec sortie en capital ou en rente à terme, qui pourrait pas être inintéressant dans le cadre d'une négociation avec les organisations syndicales au niveau national. C'est un autre sujet, mais que peut-être nous pourrons aborder le Très moment intéressant aussi. Voilà, qui peut faire l'objet d'une belle webconférence également. Ce contrat prévoyance, finalement, il permet d'amortir ce passage à l'unitraitement et de prévenir les conséquences financières de cette fragilité du pouvoir d'achat. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un agent sur 2 n'est pas couvert. Mais l'idée, c'était donc de resituer la protection sociale complémentaire dans ce cadre plus large d'un accompagnement social de l'emploi, qui est un élément complémentaire du pouvoir d'achat dans la territoriale. Et puis ensuite, on peut évidemment parler de la nécessité et d'un enjeu pour les collectivités de raisonner
de manière presque responsable, avec la notion de responsabilité sociale de l'organisation ou de l'entreprise. On en parle beaucoup dans le privé. À cela s'ajoute d'ailleurs celle des parties prenantes, que sont notamment les mutuelles, et la MNT en est particulièrement consciente dans son projet stratégique d'accompagnement des agents territoriaux. D'abord, ce développement durable et cet enjeu, il tourne autour de la prévention des risques au travail, de la mise en place d'une politique de ressources humaines sur le long terme, sachant que c'est toujours une des problématiques dans nos structures, c'est qu'on est calé sur une espèce de pas de temps électoral de 6 ans et qu'on a du mal à se projeter. Et même si la fonction publique est là pour assurer cette continuité de service, malgré les risques de valse, entre guillemets, des postes fonctionnels, n'empêche que c'est difficile de se projeter sur le long terme et qu'il est important de le faire, et que tous les services associés, notamment des mutuelles, par les ateliers de sensibilisation, par les courtiers en assurance statutaire qui peuvent offrir aussi une plateforme de services auprès des collectivités, sont autant d'outils nécessaires pour se projeter dans le temps en matière RH, et avec un gros volet managérial de prévention des troubles musculo-squelettiques, des addictions et de tout type d'éléments qui concourent à des pathologies entraînant un fort absentéisme. Ce développement durable ne peut pas passer sans une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous avons en perspective, à partir de janvier 2021, la mise en place du RSU, le rapport social unique, qui va succéder au bilan social, mais cette fois, il devra être fait chaque année, qui est une belle occasion pour les collectivités de faire un point fixe sur les effectifs et l'ensemble des items relatifs au bilan social, ex-bilan social. Et bien entendu, avec l'appui des centres de gestion dans un applicatif national qui a été développé en lien avec la DGCL pour avoir et permettre d'avoir une consolidation de données cohérentes sur l'ensemble de la fonction publique. Donc ça permet notamment cet applicatif que les centres de gestion ont développé, et notamment à l'initiative de celui de la Grande Couronne qui en assure la maîtrise d'ouvrage, c'est d'identifier les occurrences d'inaptitude pour chacun des métiers, et c'est extrêmement intéressant pour faire de la pédagogie aussi auprès des élus et des responsables de services et des employeurs, pour pouvoir enclencher des plans de formation pour éviter de se retrouver dans des processus de reconversion et d'inaptitude, d'identifier des aires de mobilité fonctionnelles potentielles auprès des agents. Donc ça, c'est une vraie responsabilité sociale de nous tous pour essayer de construire ces outils et d'en faire de vrais outils de pilotage de la RH. Alors, l'intérêt aussi et l'enjeu pour les collectivités, c'est de mettre en place des équipes pluridisciplinaires au sein des structures. Alors, vous me direz, quand on est une petite, moyenne collectivité, on n'a pas les ressources nécessaires. Donc, les centres de gestion sont là pour les accompagner, mais évidemment, ça suppose, comme ça relève de missions facultatives, que chaque collectivité, si on veut faire du pluridisciplinaire, elle puisse bénéficier d'une convention en médecine de prévention, si tant est que le centre de gestion puisse recruter des médecins pour les mettre à disposition, ce qui est un autre sujet compliqué. C'est une autre difficulté également, là. Qu'elle puisse les collectivités avoir des conventions en matière de prévention des risques pour mettre à disposition un préventeur, voire des assistants sociaux, voire des psychologues du travail. Donc cette pluridisciplinarité passe par les contraintes de la contractualisation et du conventionnement sur le champ de ces missions optionnelles, mais rien n'empêche que les choses se passent de manière répandue, et donc du coup on pourra procéder à cette pluridisciplinarité en appuyant les petites et moyennes structures. Quelque chose qui se fait, excusez-moi, je vous interromps, quelque chose qui se fait aussi, que vous proposez au sein du CIG? Oui, bien sûr, mais encore une fois, chaque centre de gestion a une expertise embarquée dans ces domaines d'accompagnement, j'ai envie de dire médico-social et technique. Simplement, il faut passer par un système de conventionnement, et toutes les collectivités n'ont pas forcément ni les moyens, ni l'envie, ni la connaissance. À charge pour nous d'être pédagogues et de leur faire connaître l'ensemble du bouquet de services, entre guillemets, qu'on peut mettre à leur disposition. Puis le dernier volet, le dernier enjeu, c'est une stratégie d'influence auprès des employeurs.
en éradiquant peut-être les idées reçues, c'est-à-dire qu'un contrat prévoyance, ça incite à l'absentéisme. Je ne sache pas que on s'arrête volontiers 3 mois d'affilée pour sans avoir une pathologie lourde. Donc il faut effectivement, comme le disait Jean-Robert, un accompagnement important à la protection sociale complémentaire, à une politique RH, et il faut l'intégrer dans toutes ses dimensions dans chacune des organisations. Alors, j'ai une réflexion qui me permet de partager une des réflexions voilà, d'un des participants qui remarque, et on l'a dit effectivement, que dans le monde rural et pour les petites collectivités, les petites structures, c'est assez difficile de mettre en place ces dispositifs. Et d'où l'intérêt et l'importance justement de se rapprocher des centres de gestion. J'hésite encore à le dire parce que j'ai l'impression que de faire une espèce de pub invétérée là pour les centres de gestion. Voilà, c'est une réflexion voilà, qui est remontée, que je partage et qu'on peut encore entendre. C'est un peu la maison des communes, hein, les centres de gestion, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'on est tenu dans le cadre d'une comptabilité publique et d'une comptabilité analytique de faire payer les petites collectivités. Si on pouvait le faire gracieusement, je crois qu'on le ferait volontiers, mais on a quelques contrôles de la Chambre régionale des comptes qui nous imposent d'être relativement rigoureux sur cette question. Mais on est sur des tarifications dans un certain nombre de centres de gestion qui sont variables selon les tailles de structure, donc c'est accessible. Et cet accompagnement qui permet aussi d'être externalisé par rapport à la structure est d'autant plus pertinent parce que ça permet d'avoir un regard extérieur et ça aide souvent les employeurs locaux. Je voudrais, par rapport à la sensibilisation des élus, on a notamment des nouvelles équipes municipales qui arrivent, faire état d'une publication de la mutualité de la fonction publique qui s'appelle Indispensable et fragile 2020. Je pense que Marc doit bien connaître ça, et qui commence par un conte pour enfants pour dire à quel point le fait de ne pas avoir de prévoyance peut être extrêmement préjudiciable pour des agents publics. Et c'est vu à travers les prismes de l'enfant dont les parents sont confrontés à cette difficulté. C'est toujours bien fait. Donc c'est une manière aussi d'aborder de manière pédagogique cette question qui peut paraître parfois trop technocratique parce que c'est des processus un peu compliqués que celui de la protection sociale complémentaire. Alors, merci pour cette référence. Alors, je vais passer vite ensuite sur l'appui à une stratégie globale de pilotage des ressources humaines. Jean-Robert on a très bien parlé. On a juste été, nous, à l'ombre très longtemps de l'État sur les circulaires qu'il avait publiées depuis l'après-guerre. Et le cadre juridique a été rappelé, donc je n'y reviens pas. J'insiste juste sur les lois de 2007 qui ont donné lieu à ce décret d'application de 2011. Ça a été quand même un grand tournant puisque ça a institué la participation financière des employeurs au contrat santé et prévoyance, à titre facultatif, s'entend. Et puis, ça a mis les centres de gestion en orbite sur le fait de souscrire des conventions de participation. On parlait de mutualisation tout à l'heure. Ça permet de mutualiser le risque, alors certes pas à une échelle nationale, mais à une échelle d'un territoire pour répondre aux spécificités de ce territoire et des collectivités qui en font partie. Donc ça, c'est deux éléments clés de cette avancée législative de 2007. Les deux modes d'intervention ont été rappelés sur la labellisation et le conventionnement, donc je n'y reviens pas. Le marché en cours de régulation, on sait bien que le monde des mutuelles aujourd'hui, et le monde de l'assurance d'ailleurs, est en pleine concentration avec des rachats successifs. Pour donner un exemple, il y avait en 2006 1200 mutuelles, alors ce qu'on dit dans le jargon du livre 2, c'est-à-dire toutes les mutuelles et les unions mutualistes de groupes qui pratiquent des opérations d'assurance, de réassurance, de capitalisation. Il y en avait 1200 en 2006, en 2018. 12 ans plus tard, le chiffre est divisé par 2. L'exemple type, c'est le groupe Vive qui réunit maintenant en son sein, c'est une union mutualiste de groupes qui réunit Harmonie Mutuelle, la MNT, la MGEN, MGFI, la SMAC, l'assurance, et puis également une mutuelle de l'économie sociale et solidaire qui est Marc Gaillard. Mais on voit bien que ce phénomène de concentration est extrêmement important et qu'il importe d'en tenir compte au niveau des enjeux aussi
pour le lancement d'éventuelles consultations lorsqu'il y a des consultations de groupe qui sont mises en œuvre par les collectivités ou les centres de gestion. Alors, il reste maintenant un certain nombre de points à clarifier, évidemment, dans le cadre de la préparation des ordonnances suite à la loi de transformation de la fonction publique. Alors, je ne sais pas comment vous voulez traiter ça, Estelle. Je peux vous donner quelques questions que moi j'ai en tête, avec quelques argumentations. Je pense que ce sont des questions qui sont effectivement partagées. Hein. Je me retourne vers également nos deux autres intervenants, hein, Robert Massimi et Marc Bertolini. Je pense que ce sont des questions aussi que nos internautes, nos participants se posent aussi. Et je pense que c'est important effectivement de les rappeler, et puis peut-être voilà, s'il y a des questions qui arrivent, je vous les poserai en même temps, mais n'hésitez pas, hein, justement, je sollicite encore nos participants à nous faire remonter même vos réflexions, vos questions sur ces points que vous allez évoquer, Claude. Donc, est-ce que j'y vais ou pas? Parce que j'étais un peu longue allez-y. déjà. Non, il n'y a pas de souci. Allez-y, bon, je vous en prie. Alors, caractère facultatif ou obligatoire des contrats. Aujourd'hui, on a un énorme marché, hein, tant en santé qu'en prévoyance. Hein. En santé, on est autour des 2 milliards de cotisations, mais je parle sous le contrôle de Marc. Hein. Peut-être il saura me corriger. En prévoyance, si vous souhaitez intervenir, Monsieur Bertolini, n'hésitez surtout pas. Oui. En prévoyance, on atteint quasi le milliard là, sur les cotisations annuelles. Donc, c'est des gros enjeux financiers pour les opérateurs. Alors, caractère facultatif ou obligatoire, on sait que dans la configuration de la fonction publique territoriale, on a beaucoup de personnel féminin. Je vais peut-être un peu me fustiger, mais du coup, souvent, le conjoint est dans une entreprise privée, ça peut arriver, et donc, avec des montants de participation dans le privé qui sont bien supérieurs à ce que le public peut donner, et ce sont des contrats, et notamment sur alors bien sûr pour la prévoyance, ça ne joue pas, mais pour la santé, ça joue. Hein, j'englobe un peu, hein, puisqu'on parle de protection sociale complémentaire. Pour la santé, ça joue. Et le fait d'avoir une obligation avec peu de participation financière des collectivités pour un agent public peut être inintéressant pour eux, dès lors que le conjoint est dans un contrat beaucoup plus attractif au niveau du privé. S'agissant de la prévoyance, bien sûr, je crois que c'est important de garder le libre choix parce que, encore une fois, c'est un problème de régulation aussi du pouvoir d'achat. Même s'il est important que les agents s'assurent en prévoyance, faut-il rendre obligatoire le contrat? Je n'en suis pas certaine, mais le débat est ouvert. Il y avait une question sur justement cette nécessité de laisser le choix de l'opérateur aux agents. Alors après, aujourd'hui, c'est le cas, puisque lorsqu'une collectivité, par exemple, participe financièrement au contrat des agents, soit elle le fait par la voie de la labellisation. Et là, peut-être, la difficulté, c'est qu'on est sur un maquis de près de 200, enfin plus que ça. Marc pourra me corriger là. Pas 200 opérateurs. Voilà. Dans lesquels c'est très difficile de connaître le paquet de garanties et de pouvoir l'identifier. Donc, il faudrait peut-être faire de la communication sur le sujet, d'ailleurs, au niveau de la labellisation, pour permettre aux agents d'avoir un choix éclairé. Donc, soit il y a une participation financière de l'employeur, soit il n'y a pas, l'agent peut librement contractualiser avec un opérateur de son choix. Soit la collectivité a passé une convention de participation à travers les conventions des centres de gestion ou pas. Et auquel cas, la participation financière n'est réservée qu'au contrat souscrit dans le cadre de cette convention. Mais rien n'empêche à un agent de ne pas rejoindre ce contrat. Il ne disposera pas de la participation financière de l'employeur, mais il peut aussi librement accéder au contrat. Après, ce sont des choix qui sont personnels et ce ne sont pas des choix enfermants. La question, c'est la participation financière de l'employeur qui, dans un cas, peut être acquise et dans l'autre pas, s'agissant d'un choix libre hors convention dans une collectivité qui a souscrit des conventions. Je continue? Oui, bien sûr. J'ai l'impression de mobiliser la parole. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas qu'une impression d'ailleurs. Caractère facultatif obligatoire de la contribution employeur. Je vais peut-être passer la parole à Jean-Robert.
On en a évoqué effectivement. Moi, honnêtement, mais c'est mon point de vue et il est tout à fait, on peut tout à fait le contredire, hein. Si on fixe un montant, il va être enfermant, il va être un élément plafond. Or, on a vu. Le pire, c'est que cet élément soit un plancher et que des conseils municipaux ou autres qui veulent donner plus restent au plancher. Puis je crois que c'est intrinsèquement, c'est assez contradictoire avec l'idée que la protection sociale complémentaire, elle est faite en lien avec les agents, avec leurs représentants syndicaux, et c'est la mort du dialogue social. Déjà qu'il a été pas mal égorné par la redéfinition des structures de dialogue social dans leurs attributions. Je pense que c'est un des éléments clés qui touche l'intime et la vie des agents, et que leur enlever ça, c'est fort dommage parce que ça n'incite pas à une progression des employeurs sur cette appréhension d'une participation financière. Alors, voilà mon point de vue, mais il peut être tout à fait valablement contredit. Donc, fixer à un montant minimum serait voilà, quelque chose qui pourrait être, en laissant après la liberté à la collectivité de pouvoir aussi voilà, faire varier ce montant, ce serait quelque chose qui serait de l'ordre de l'acceptable pour vous? Je ne sais pas. Après, on touche à de la philosophie de la nature humaine. Je suis élue, je suis dans un contexte financier contraint qui va l'être de plus en plus. Clairement, je ne suis pas sûre qu'on sera enclin à dépasser le plancher. Ou alors, on est sur une logique et une dynamique de responsabilité sociale et de dialogue social pertinent. J'émets des doutes, mais peut-être que je ne crois pas en la nature humaine du coup. Hein. Laissons le doute à l'avenir. Je vous invite à poursuivre, Claude. Le plafond à l'indemnisation, Marc en parlera bien mieux que moi, c'est l'idée que si on remporte 100% du salaire, en fait, on ne traite pas l'indemnisation fiscalement de la même manière que la rémunération. Donc, à la limite, l'agent est susceptible de gagner de l'argent en étant indemnisé. C'est juste pas possible, quoi. Hein. Donc, je pense que, en tout cas, c'est pas très éthique. Donc, l'idée, c'est peut-être de mettre un seuil à 95% du niveau de rémunération dans le remboursement et dans la limite à l'indemnisation. Alors, moi, je posais la question de l'intégration des collectivités en cours de convention de participation souscrite par les centres de gestion. Alors, ça se discute au regard de l'évaluation du risque, parce qu'il faudrait des modulations. On ne peut pas. La difficulté, c'est que pour pouvoir monter une convention de participation au niveau des centres de gestion, il faut recueillir le mandat des collectivités. Je ne vous raconte pas le tour de piste, les délibérations en chaîne. C'est un travail très lourd. Et puis arrive évidemment dans les 2 mois qui suivent, la collectivité dit « Ah, mais j'aurais voulu vous rejoindre » et puis là, c'est trop tard. Donc, il faudrait peut-être des modulations possibles selon la taille de la structure ou selon la volumétrie du risque. Parce que l'opérateur, de son côté, il doit pouvoir évaluer le risque de sinistralité. Il est souvent d'ailleurs contraint par des statistiques qui ne sont pas forcément très fiables. Donc, difficile d'appliquer un taux de cotisation qui soit pertinent dès lors que, évidemment, on n'a pas forcément connaissance de l'entrée à venir de certaines populations à risque. Donc, je pose la question, je n'ai pas la réponse. Les critères de maîtrise financière du dispositif lors des consultations, il est clair que ça signifie un pilotage du risque avec l'affichage de comptes prévisionnels assez précis qui fixe un taux prévisionnel d'adhésion des agents. Puisque ce sont des conventions de participation à 6 ans, il faut que l'opérateur soit en capacité de nous dire, avec un taux de cotisation pertinent et un juste prix, comment il l'élabore et à partir de quel taux d'adhésion et de mutualisation interne à la convention et au contrat, quel taux il se fixe comme trajectoire. La question de la fiscalité c'est d'une complexité absolue et surtout qu'on est un peu dans un état de non-droit. Les URSSAF statuent très différemment d'une région à l'autre.
pour certains, les sommes qui sont consacrées à la PSC sont assimilées à des avantages en nature faisant partie du salaire, donc assujettis aux prélèvements sociaux de droit commun. Pour d'autres, les garanties peuvent être assimilées à des garanties collectives au sens du Code de la sécurité sociale. Et donc, dans ce cas, elles sont exclues de l'assiette de cotisation, mais dans ce cas, devront acquitter un forfait social, assurantiel, qui reste à déterminer. Donc, vous prenez une URSSAF ou une autre, on n'a pas du tout les mêmes, entre guillemets, sons de cloche. Donc, c'est relativement complexe et ça serait bien peut-être de réguler les éléments réglementaires. Et puis, la question de la couverture d'activité, pour finir, quand il y a une convention de participation, c'est très compliqué. On avait essayé, nous, de joindre la CNRACL en disant, dans votre petit bulletin, quand vous envoyez, mais ce n'est plus le cas maintenant, les bulletins d'état de la retraite, vous envoyez un petit mot pour dire que la collectivité a souscrit une convention de participation et que les retraités peuvent potentiellement bénéficier d'un tarif adapté dans le cadre de cette convention. Très compliqué de détoucher dès lors qu'on n'est pas organisme de retraite et que les organismes de retraite ne dealent pas, entre guillemets, avec les autorités représentatives des employeurs sur cette question. Voilà. Merci beaucoup, Claude, pour ce panorama. C'est effectivement, on est toujours contraint par le temps. J'en suis désolée, mais voilà. Mais je pense qu'on en reparlera encore de toute façon. Je vous invite alors à une deuxième question sondage. Donc, faut-il rendre obligatoire la contribution d'employeur, selon vous, en santé, en prévoyance, les deux, ou non? Pas du tout. Voilà. Donc, je vous laisse répondre à cette question et on poursuit avec Marc Bertolini. Donc, on en a parlé, mais je pense que c'est important de rentrer un peu plus dans le détail justement de cette situation en matière de santé des agents. Monsieur Bertolini. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, déjà, beaucoup de questions qui ont été abordées. Alors, déjà, la MNT, en tant que première mutuelle de la fonction publique, déjà, elle a une vocation forte pour intervenir et peser dans les débats publics sur toutes les questions qui vont toucher à la protection sociale complémentaire des agents. Donc, la MNT a porté plusieurs préconisations qui visent à améliorer donc, le cadre juridique existant. Et parmi toutes les questions qu'a pu aborder Claude, je pense que la MNT en a déjà traité pas mal. Alors évidemment, c'est son point de vue et elle a pu l'exprimer notamment à travers son livre blanc. Alors, on ne va pas reprendre tout le livre blanc et toutes ces questions parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais ce que je peux inviter, c'est les personnes, c'est à se procurer ce livre blanc, puisque ce livre blanc, il traite il y a 16 propositions de la MNT qui traitent à la fois de la participation financière, sur la qualité des couvertures, la mutualisation et la solidarité intergénérationnelle et les actions de prévention de mieux-être au travail. Donc, on voit peut-être juste préciser pour se procurer, il est accessible sur le site internet? Oui, et puis auprès de notre service communication de la MNT dans toutes nos agences. Merci. Donc, ça a été aussi, à travers toutes ces questions, ça a été aussi l'occasion pour la MNT d'interpeller les pouvoirs publics, les parlementaires et les cabinets ministériels en vue de l'élaboration de ces ordonnances. Et la MNT aussi, on a été sollicité dans la préparation donc, des ordonnances, on a été auditionné pour la mission inter-inspection pour son rapport sur la PSC et aussi également dans le cadre de l'élaboration du rapport Lecoq. Donc ça nous a permis effectivement, à travers notre expérience sur la protection sociale, santé et prévoyance, d'amener beaucoup d'informations à nos interlocuteurs, et notamment sur le rapport Lecoq qui pointe pas mal d'insuffisances du système de prévention dans la fonction publique en termes de distribution, mais aussi de sensibilisation des acteurs et de financement. Donc là, il y a une ordonnance qui va sortir, qui va pointer des questions, notamment relatives aux congés, au temps partiel thérapeutique, au reclassement. Là, je pense que c'est des questions sur lesquelles la MNT a beaucoup à dire et j'aborderai tout à l'heure notamment à travers les questions sur la télé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la MNT, elle partage l'urgence à agir
et sur la volonté de faire en termes de prévention, et qui va se traduire par l'élaboration d'un plan santé au travail, notamment à travers ce qui est préconisé avec le rapport Lecoq. Alors, peut-être quelques informations avant d'attaquer vraiment la prévoyance. Ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Robert et Claude, c'est que la mobilisation des agents dans les collectivités pendant la gestion de la crise sanitaire remet en question la santé des agents au cœur des préoccupations. Donc, dans ce contexte, la MNT elle a réalisé une enquête avec l'IFOP, et ça me semble très intéressant, sur les regards des collectivités locales sur l'après-confinement et quel esprit, quelles attentes pour l'avenir. Donc, c'est les questions qui étaient posées et ça fait ressortir quand même un chiffre intéressant, c'est 86% des décideurs s'accordent pour dire qu'il faut renforcer les dispositifs de santé au travail et de prévention des agents. 79% des décideurs considèrent qu'il faut rendre la participation financière de la collectivité obligatoire en santé et 66% avec un montant minimal. Donc, on retrouve aussi un peu là les chiffres de votre sondage, où près de 60% des collectivités participaient au financement de la. Et j'en profite pour livrer justement les réponses à la question sondage qui a été posée juste avant votre intervention. Donc, je vous laisse prendre connaissance des résultats. Faut-il rendre obligatoire la contribution d'employeur en santé 76%, en prévoyance 76%, non 0%. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ça rejoint ce que… C'est tout à fait concordant avec le sondage réalisé avec l'IFOP, puisqu'on était à 79% des décideurs qui disaient qu'il fallait rendre cette participation financière obligatoire en santé et 76% en prévoyance. Donc, voilà un peu un point sur la situation. Moi, je crois qu'aussi avant d'aborder la prévoyance, bien illustrer les enjeux de la protection sociale complémentaire et présenter les recommandations de la MNT. Donc ça, je vais vous présenter un peu les recommandations à travers notamment le sujet de la prévoyance et l'évolution des risques des arrêts de travail de plus de 90 jours qui a été évoqué. Alors, ce qu'il faut retenir, on va aller très vite sur les chiffres, c'est que le nombre d'arrêts de travail supérieur à 3 mois a fortement progressé, notamment sur la période 2010-2015. C'est quand même près de 50% en 5 ans. Et que cette fréquence d'arrêt de travail a tendance à se stabiliser, mais elle n'en demeure pas moins à un niveau très élevé. Ça, c'est le premier constat que fait la MNT, un constat qui est établi sur la base de ces 420 000 adhérents de prévoyance. Et on voit aussi que le phénomène de vieillissement qui est constaté dans la fonction publique, il est aussi aggravé en prévoyance par le caractère facultatif de l'adhésion. Donc ça, c'est les sujets qu'on a abordés, d'où l'intérêt, c'est ce que je vais développer après, c'est une des préconisations de la MNT, c'est de rendre obligatoire la participation de l'employeur. Donc je vais le développer là. Mais on voit que c'est important, pourquoi? Parce que dans un système facultatif, vous avez un système effectivement de motivation à adhérer. Et on voit bien à travers la courbe qui est en bas, c'est que les plus jeunes, globalement, c'est ceux qui adhèrent le moins. Mais ça, c'est parce qu'on le voit bien, c'est ceux qui ont le moins d'arrêt de travail et qui ont le moins de chances, je dirais, de passer à demi-traitement. Et plus on va vers la courbe des 60-67 ans, évidemment, plus ce taux augmente. Et puis, il y a un point important, c'est que les agents de plus de 60 ans représentaient moins de 4% des assurés à la MNT en 2011. Ils représentent à la fin de 2019 12% des assurés. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, on a triplé la proportion des agents de 60 ans. Donc, on voit que tout ça, ça impacte fortement à la fois la fréquence et la durée des arrêts de travail. Donc là, j'ai mis 2 slides, on va pas passer, on n'aura pas le temps de tout commenter. Les 2 slides suivants, ils illustrent tout simplement l'augmentation de la gravité des arrêts. Vous avez tous les chiffres, on vous les donnera.
Et aussi, non seulement il y a une augmentation de la gravité, mais aussi une augmentation de la durée moyenne de l'indemnisation. Alors tout ça pour dire que, en fait, pour la MNT, la participation financière de l'employeur, c'est un élément essentiel, puisque si on veut, alors ça c'est le slide, on verra après. C'est que la loi, la MNT effectivement va défendre l'introduction. Elle défend l'introduction d'une obligation de participation financière des employeurs territoriaux avec un montant plancher. Alors pourquoi? Parce que pour nous, un régime de prévoyance ne peut être à l'équilibre, il ne peut fonctionner que si on a un pourcentage minimum de mutualisation. Et de mutualisation notamment des plus jeunes, puisque ce sont les meilleurs risques, et que ce niveau de mutualisation ne peut l'atteindre que s'il y a une participation minimum pour motiver notamment les meilleurs risques à adhérer. Et ça, c'est pas évident parce que ça a été évoqué tout à l'heure, mais il y a une forte méconnaissance des agents territoriaux de leur statut et des risques qu'ils encourent, avec notamment le passage à demi-traitement. Donc, je pense qu'un des premiers rôles d'un opérateur mutualiste comme la MNT, c'est effectivement de mettre en avant les risques du statut, de sensibiliser à ce risque. Là, il y a un travail important à faire et effectivement de convaincre les agents à adhérer, et on peut mieux les convaincre si effectivement la participation de l'employeur est présente. Alors, une participation obligatoire, alors aujourd'hui, en prévoyance, 69% des collectivités participent. En santé, c'est un peu moins, avec 56%. Nous, on préconise comme montant de participation une participation de 10 €. Alors, c'est pas énorme, mais ça permet quand même de financer un tiers à peu près du montant de la cotisation prévoyance. Et ce montant il était déterminé aussi par rapport à la participation moyenne qu'on constate dans les collectivités, qui est de 11 €. J'allais vous poser la question. Voilà, j'allais vous poser la question, savoir à combien était le montant actuel moyen. La moyenne, c'est 11,40 €. Alors, c'est important. Moi, j'insiste beaucoup. Tout l'enjeu, c'est la mutualisation des contrats. C'est ce qui va garantir leur équilibre. Je donnerai quelques chiffres pour votre information. C'est qu'aujourd'hui, 50% des agents sont couverts. Donc, on voit que c'est insuffisant. Ça peut amener à des situations de grande précarité. 75% des agents, c'est des catégories C, avec des salaires de 1 940 €. Donc, en cas de passage de demi-traitement, et on se retrouve au niveau du seuil de pauvreté, qui est de 1 015 €. Et puis, toutes ces situations de précarité compliquent aussi le retour au travail des agents. Et les enjeux de mutualisation, je vais donner juste quelques chiffres qu'il faut bien avoir en tête. Que quand un agent est en congé de maladie ordinaire, le coût moyen pour la MNT, c'est 2 500 €. Et il faut 15 agents qui ne sont pas en arrêt de travail, qui cotisent. Il faut 15 agents cotisants pour financer ces 2 500 € sur l'année. Et si l'agent passe en CLM, il faut 60 agents qui cotisent. Et s'il est en CLD, c'est 80. Et en cas d'invalidité, c'est 240 agents en bonne santé qui doivent cotiser. Donc, vous voyez tous les enjeux. Et effectivement, si vous n'arrivez pas à bien mutualiser les meilleurs risques sur ce risque, effectivement, vous allez avoir plutôt des agents de plus de 50 ans avec des fortes probabilités d'arrêt de travail avec des CLM, des CLD, et on voit que le régime ne tient pas la route. Donc ça, c'est un point important. Et puis cette aide obligatoire, ça a été évoqué tout à l'heure. Je pense qu'elle bénéficie à l'agent, mais aussi avec la collectivité, parce qu'en mettant aussi en place des régimes de protection sociale, ceux-ci sont toujours accompagnés, on le verra tout à l'heure, des marges de prévention. Alors, je dirais que ça a été évoqué tout à l'heure, mais cette participation obligatoire, elle pourrait réduire aussi les inégalités territoriales entre les agents. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Et là, on a quelques chiffres. Nous, c'est ce qu'on a constaté sur notre portefeuille, c'est que 54% des collectivités de moins de 10 agents financent
une protection sociale, mais ça monte à 75% sur les collectivités de plus de 250 agents. Donc, on voit effectivement qu'une participation obligatoire avec un montant minimum, bien, ça réduirait ces inégalités territoriales et puis ça réduirait aussi les écarts avec le privé, puisque 8 salariés sur 10 bénéficient effectivement d'accords collectifs avec de la prévoyance obligatoire. Donc ça, c'est le premier point qui nous semble important. Et puis aussi un autre point, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, hein, c'est la MNT met aussi en garde contre des sous-tarifications par certains opérateurs, alors souvent par méconnaissance du risque, c'est un risque très particulier que peu d'opérateurs maîtrisent. Et tout ça, ça peut se traduire par des hausses brutales, compensées souvent par une augmentation des subventions qui sont demandées aux collectivités. Donc là aussi, la MNT, elle propose, donc tout ça on le retrouve aussi dans le livre blanc, hein, de refondre les critères de sélection des appels d'offres pour inciter les opérateurs à mieux maîtriser la tarification. Et effectivement, c'est de renforcer dans tous ces critères, c'est le poids du critère de maîtrise financière par rapport à celui du prix, puisqu'effectivement, on constate que souvent, le prix, ça représente très souvent 50 à 60% du poids dans la décision de la collectivité. Donc, là, l'idée, c'est effectivement de mettre en avant ce critère financier. Donc, ça passe aussi par une amélioration de la qualité des statistiques qui sont fournies à l'opérateur, de rendre obligatoire aussi une audition de l'opérateur vis-à-vis de la collectivité, de faire signer des attestations d'information aux agents de la couverture et de la participation. Ça aussi, c'est un point important. Il faut un opérateur, effectivement, qui ait les capacités de mutualiser les contrats, mais il faut aussi qu'on ait la certitude que les agents ont bien eu connaissance, et on voit que ce n'est pas toujours le cas, de la participation de l'employeur, de l'existence de cette garantie, et 3, de bien sensibiliser au risque de perte de salaire. Et ça, c'est un point aussi important. Très important. Il y ait une attestation qui soit mise en place au moment qui soit fournie au moment de la mise en place de la couverture. Alors, le temps tourne. Je vous propose peut-être de continuer, de poursuivre avec ce que la MNT peut proposer. Ça, c'est les principales préconisations. Après, sur le slide suivant, on voit que la gestion du risque, si vous passez au slide suivant, voilà. La gestion du risque prévoyance, ça passe aussi par un copilotage avec les collectivités. Donc là, on a mis quelques chiffres. Je pense que ça sensibilise bien au sujet de l'absentéisme. C'est des enjeux financiers importants pour les collectivités et pour la MNT. On a sélectionné 32 collectivités de plus de 1000 agents, hein, c'est les principales dans notre portefeuille, qui regroupent à peu près 80 000 adhérents pour la MNT. On a fait une estimation des coûts d'arrêt de travail. Donc, pour les collectivités qui financent les périodes de plein traitement, ce qui est évidemment ce qui est le plus onéreux pour les collectivités, notamment les périodes de plein traitement en cas de congé de longue maladie, de longue durée, ça a un coût à peu près de 100 millions d'euros. Et pour la MNT qui intervient dans le cadre du passage à demi-traitement, de 25 millions d'euros. Donc, on voit tout de suite les enjeux et qu'il y a un intérêt commun à mettre en œuvre des solutions de prévention. Donc, la MNT a bâti un programme de copilotage du risque qui est proposé. Alors, ce qu'il faut peut-être bien voir rapidement, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui établit la gestion administrative des arrêts de travail. Donc, il y a un suivi administratif qui se traduit souvent par des obligations, qui se traduit par des obligations procédurales à respecter le passage devant les comités médicaux, les commissions de réforme. On a pu voir que ces comités étaient souvent engorgés, qu'il y avait des constats de retard et des lourdeurs, ce qui complexifie la gestion des arrêts longs. Et puis, un autre constat, c'est qu'il y a des pénuries de médecins de prévention et aussi de la connaissance de l'existant des métiers de la fonction publique territoriale. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de collectivités qui sont conscientes des enjeux de l'absentéisme et puis de la nécessité
d'accompagner les agents en arrêt long. Donc, on voit que si tout est prévu sur la gestion administrative aujourd'hui, sur la gestion managériale des arrêts longs, ben, c'est souvent laissé à l'appréciation des managers avec des pratiques qui sont très diverses aussi d'une collectivité à l'autre. Donc ça, c'est un point aussi important. Je pense que là, la réforme qui va être mise en œuvre va pouvoir un petit peu réguler tout ça et arriver à des meilleures pratiques. Donc, on voit que les RH, ça reste les interlocuteurs des agents, mais c'est aussi, dans les arrêts longs, c'est l'occasion de mettre en place des accompagnements sur mesure. Et on a vu que les collectivités ont mis en place, notamment, dans certains cas, des référents RH sur les arrêts longs et aussi un suivi social qui est réalisé par les assistantes sociales. Donc voilà quelques expériences qui ont été, enfin, des situations qui sont concrètes, hein, qui ont été mises en place par les collectivités. Et on voit aussi, et ça je pense que c'est essentiel, c'est important, ce qui est le plus important, c'est de proposer des réunions et de garder le contact avec les agents en arrêt long afin de maintenir le lien avec le travail. Et on voit que l'accompagnement managérial, il est essentiel et qu'il faut, alors évidemment, tout ça c'est organisé avec le consentement de l'agent. Et ce qui est important, c'est que l'agent en arrêt long puisse se projeter dans son retour au travail. Il doit être accompagné à cet effet. Et ça, je pense que c'est l'idée maîtresse si on veut effectivement viser un meilleur retour durable au travail. Bon, je suis absolument désolée, je vois l'heure qui tourne. Là, bon, je ne passerai pas trop sur le… Enfin, il y avait plusieurs préconisations du rapport Lecoq hein, qui, à mon avis, vont bien dans ce sens-là. Je dirais que, pour aller très vite, c'est qu'effectivement, on a mis un programme de copilotage qui est proposé par la MNT. Donc, le cœur de l'expertise, c'est son service médical. Et là, on va coordonner les différents acteurs qui sont impliqués dans la reprise d'activité. Et ça va être le rôle de notre service médical qui, à partir du dossier médical qu'il a de l'agent, va organiser avec les différents intervenants, c'est-à-dire le médecin traitant, le médecin de prévention, les assistantes sociales, évidemment la RH, c'est le retour au travail de l'agent. Donc là, il y a un gros travail de coordination. Et ce qui est intéressant, c'est tout le rôle, effectivement, là, de notre médecin conseil, c'est d'être un intervenant extérieur qui va remettre un peu du lien entre tous ces intervenants qui sont essentiels à la reprise de l'agent. Et ça, on a des résultats, je dirais, appréciables, puisqu'on a vu que ça pouvait améliorer d'une façon conséquente les résultats des contrats. Et c'est très apprécié des collectivités, au point qu'on l'a amélioré avec un véritable partenariat avec certaines collectivités, notamment des CDG, où là, on va beaucoup plus loin dans cette démarche et avec notamment les structures qui ont été mises en place par ces collectivités, structures d'accompagnement à la reprise d'activité. Donc là, il y a un véritable partenariat entre le service médical de la MNT et ces collectivités. Le but de tout ça, on l'a vu, c'est de fluidifier le dialogue entre l'ensemble des acteurs, d'identifier les problématiques rencontrées, de mettre en place des actions pratiques avec l'aménagement et le reclassement de postes et de déployer des actions de prévention adaptées aux risques spécifiques qui ont été identifiés et bien évidemment de rendre l'agent acteur du processus de son retour à l'activité professionnelle. Alors tout ça, c'est très pratique, je finis. Donc il y a des réunions mensuelles, souvent téléphoniques, il y a des appels réguliers avec le service médical et les organes et les structures de la collectivité. Il y a aussi des réunions présentielles. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sur ces arrêts longs, on a des taux de reprise qui sont intéressants, avec près de 23% des agents qui allaient passer en longue maladie et qui ont repris leur activité d'une façon durable. Alors pour ça, effectivement, on a plusieurs services d'accompagnement, mais je n'aurai pas le temps de les… Non, malheureusement, c'est toujours frustrant. On va être obligé de conclure puisqu'on a déjà dépassé. Vous pouvez retrouver tout ça effectivement sur le site de la MNT. La MNT, j'allais le dire effectivement.
Tout à fait. En tout cas, un grand merci vraiment à tous les trois voilà, pour ces échanges, pour cette richesse de vos réflexions et analyses. J'ai essayé d'intégrer les questions au fur et à mesure. Il y en aura certainement bien d'autres. D'ailleurs, VK continue de vous accompagner via son service en ligne. Alors, n'hésitez pas à les solliciter. Donc, je tiens encore à vous remercier d'avoir suivi cette webconférence, voilà, qui, je le rappelle, était intégrée à un cycle de plusieurs webconférences proposées par VK en partenariat avec la MNT. Merci encore à vous et puis bonne journée et à très bientôt, certainement autour de ce sujet. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.